Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Nous sommes d'autant plus heureux que notre salon du GEX, le European Exchange, autour de l'éducation, c'est un réseau de leaders européens et mondiaux de l'instruction en famille, eh bien, a lieu en ce moment même à quelques pas d'ici, à quelques pas du salon Lipsco pour la liberté pédagogique. Et lorsque Mike m'a demandé que nous réfléchissons à faire un événement en France, en Europe et donc en France, on a choisi la France pour plein de raisons, eh bien, on a vu qu'au même temps que la date qu'il me proposait, il y avait ce salon de la liberté pédagogique, le salon Lipsco de la Fondation pour l'école, et on s'est dit, eh bien, en fait, il faudrait le faire avec eux, il faudrait le faire en tout cas en partenariat, parce que finalement, le sujet de toutes ces questions autour de la liberté pédagogique, eh bien, c'est la liberté. C'est la liberté des parents de choisir comment leurs enfants vont être instruits, qu'il s'agisse du choix d'une école indépendante hors contrat ou qu'il s'agisse de l'école à la maison. Les parents doivent pouvoir être libres de faire ce choix parce que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et donc, on est très heureux d'être là. Hier, on a eu toute une journée sur comment se passe l'école à la maison dans différents pays d'Europe et du monde. Et aujourd'hui, on a une journée sur les perspectives. Et on est très heureux de participer avec vous à cette réflexion. On a eu un intervenant de la Fondation pour l'école hier. Et aujourd'hui, eh bien, on est heureux d'être avec vous pour vous partager comment l'école à la maison se développe dans le monde entier, cette expansion de l'école à la maison qui ne concerne bien évidemment pas seulement la France. Alors, je vais donner la parole à mon voisin de gauche, Mike Donnelly. Mike, eh bien, nous vient des États-Unis. Il s'occupe d'une association très importante là-bas qui s'appelle la Homeschool League Defense Association. Et cette association vise à soutenir de nombreuses familles, de très nombreuses familles qui font l'instruction en famille aux États-Unis. Mais il ne travaille pas seulement aux États-Unis, en fait, il travaille dans le monde entier puisqu'il fait aussi partie eh bien, du conseil d'administration du GEX, hein, le Global Home Education Exchange, ce réseau mondial de responsables de l'école à la maison. Et donc, je lui laisse la parole pour nous parler un peu de pourquoi c'est une liberté importante et pourquoi il a voulu venir aussi en France nous parler de ce sujet. À vous la parole, Mike. Merci beaucoup. Je suis un peu nerveux mais à parler français, mais nous sommes tous amis ici, oui? Oui. Pardonnez-moi si mon français est mauvais. Je blâme Google Translate pour les mauvais choix des mots. Je me blâme pour les mauvaises prononciations. Merci de votre patience. En ce qui concerne la liberté, l'Amérique et la France ont, eux, une relation spéciale. Soldats français, armes et financements apportés avec le marquis de Lafayette ont contribué à la victoire de notre guerre d'indépendance de la Grande-Bretagne. Le statut de la liberté, avec sa flamme inspirante de la liberté, était un cadeau du peuple français et un emblème de la liberté, un fer de la liberté que l'Amérique continue de briller à travers le monde. Le sol des plains français et le sable des plages françaises ont absorbé le sang de milliers de soldats américains luttant pour libérer la France et le monde de la tyrannie et du totalitarisme. Les Croix Blanches témoignaient. Les Croix Blanches témoignent. Témoignent du sacrifice que l'Amérique a été prête à faire pour défendre la liberté. Je suis ici parce que je crois en la liberté. Il y a 37 ans, j'étais à Paris avec ma femme. Elle n'était pas encore ma femme. Mais Paris a des qualités particulières. Les gens viennent à Paris, des surprises se produisent et nous nous sommes mariés. Paris fait partie de notre histoire.
Alors c'est si agréable d'être ici, bien que je sois triste que ma femme ne soit pas là. C'est mon famille. L'éducation à domicile, qu'est-ce que c'est? Ne fonctionne pas? Ah, bien. Ouais. Bien. L'éducation à domicile est légale aux États-Unis. Aujourd'hui, après la pandémie, au moins 11% des ménages aux États-Unis sont scolarisés à domicile. Nous estimons que jusqu'à 5 millions d'enfants sont éduqués par leurs parents à la maison. 5 millions. Aux États-Unis, nous avons dû nous battre pendant 2 décennies pour obtenir cette liberté. Ce n'était pas une bataille facile ou courte. Mais à la fin, nous avons remporté la victoire. Dans la plupart de nos États, les familles ne sont pas tenues de dire au gouvernement qu'elles le font. Elles le font simplement. Si vous continuez à travailler et à lutter pour ce qui est juste, vous gagnez aussi la victoire. Aux États-Unis, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les parents font l'école à la maison. La principale raison est les préoccupations au sujet des conditions dans les écoles, où un enfant a des besoins d'apprentissage spéciaux. Il y a de nombreuses raisons, mais la principale raison est la suivante. Nous aimons nos enfants. Voici une photo de mon premier petit enfant de la semaine dernière, né la semaine dernière. Nous voulons traiter chaque enfant comme une personne unique. L'éducation à domicile permet aux parents de le faire. C'est à nous motivés à nous renforcer au mieux pour le développement physique, social, émotionnel, spirituel, moral et intellectuel de nos enfants. Je vais la redire juste celle-là. Comment? Celle d'avant. Qu'est-ce que c'est? Cet amour pour nos enfants nous motive à renforcer au mieux le développement physique, social, émotionnel, spirituel, moral et intellectuel de nos enfants. Okay. I will try to improve my pronunciation. Si la liberté est enracinée dans l'amour, elle est aussi fondée sur la confiance. Nous croyons qu'il faut faire confiance aux parents pour élever leurs enfants. Dans une société libre, nous devrions créer une politique fondée sur la confiance de nos concitoyens. Une société libre ne devrait pas présumer que l'éducation à domicile exigeait des restrictions ou des règlements affirmatifs ou stricts. De nombreuses recherches démontrent que l'éducation à domicile produit des résultats scolaires et sociaux bénéfiques. Bien? Bénéfique. L'éducation à domicile est également efficace et économique. Les parents qui font l'école à la maison ont montré qu'il est possible de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins de ressources. Les parents qui éduqués à domicile économisant également des milliards au système d'éducation géré par le gouvernement. Il fonctionnait pour les enfants. Il fonctionne pour les communautés. Ce n'est pas un mouvement séparatiste. Des familles et des communautés fortes font des pays forts. Cette éducation doit donc être respectée et protégée, et non pas attaquée et du tout détruite. Le problème tient en partie au fait que la scolarité obligatoire a été confondue avec l'éducation. Mais nous savons que le simple fait d'envoyer un enfant à l'école ne garantit pas qu'il sera bien éduqué. You want to read this for me? Mais nous savons que le simple fait d'envoyer un enfant à l'école Oui. ne garantit pas qu'il sera bien éduqué. Voilà. Même si les enseignants, les administrations, Oui. les responsables d'école, etc., travaillent fort, comme beaucoup le font. Oui.
C'est droit de parent et un droit de la personne. Comme mon ami de Brésil vous en parler bientôt. Mais permettez-moi de dire ceci. Pourquoi c'est important? C'est pourquoi. En 1948, Oui, des dizaines de pays se sont réunis pour annoncer les principes de base que tout le pays civilisé et libre aspirant à respecter. Les auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont reconnu que la famille devait être reconnue comme une institution. Dans l'article 16.3, 16.3, l'article 16.3 Oui. de la Déclaration universelle des droits de l'homme oui, reconnaît la famille comme l'unité de groupe Oui. fondamentale de la société Oui. et de l'État. Et aussi, Et l'article 26.3, toujours de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déclare que les parents ont le droit par priorité de décider du genre d'éducation à donner à leurs enfants. oui. Et il y a les autres traités. Et il y a beaucoup d'autres Oui. traités Oui, beaucoup. contraignants qui reconnaissent ce droit fondamental des parents d'éduquer leurs enfants Oui. comme ils le souhaitent. Oui, et le traité européen sur les droits de l'homme les reconnaissait. Voilà. Et les traités européens aussi sur les droits de l'homme et de la personne, eh bien, le reconnaissent. Voilà. Et aussi, Et également encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et je sais que ça, voilà, on voit la liberté de fonder des établissements d'enseignement. Vous voyez le lien avec l'enseignement privé. Eh bien, ça rejoint aussi cette question. oui. Un des grands présidents américains, Ronald Reagan, a dit un tour, la liberté n'est jamais à plus d'une génération de l'extinction. Il doit être combattu et transmis à la prochaine génération pour qu'il fasse. Je vais la refaire. La liberté De même. n'est jamais à Oui, plus merci. d'une génération de l'extinction. Même moi, j'ai du mal. Oui. Merci. Elle doit être combattue, plutôt défendue, pardon, et transmise à la prochaine génération pour qu'il fasse de même. Voilà. Oui. C'est un héritage. Vraiment. D'accord. Je suis ici parce que j'aime mes enfants. J'aime la liberté. Et je crois que les parents français aiment leurs enfants et ils aiment la liberté. Et je suis là pour les aider. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike. Alors maintenant, je vais passer la parole à Alexandre Morera. Alors, Alexandre, eh bien, vous êtes chef adjoint du département juridique du ministère de l'Éducation au Brésil. Voilà. Vous êtes également conseiller juridique de l'Association nationale de l'école à la maison, une association brésilienne de l'instruction en famille, de l'école à la maison. Et voilà, vous êtes diplômé en droit de l'université Vanderbilt et également professeur de droit pénal et administratif. Et voilà, et donc je vous donne la parole pour nous parler peut-être un peu de ce qui se passe au Brésil autour de l'école à la maison et puis de l'importance de cette liberté. Alors je vous demande votre bienveillance parce qu'il va parler en anglais et je vais essayer de traduire. Bonjour. Sorry for not speaking French. Désolé de ne pas parler français. We Brazilians have a very special relationship with France. Au Brésil, on a une relation très particulière avec la France. When Napoleon invaded Portugal, Quand Napoléon a envahi le Portugal, King John flew to Brazil. sorry, King John, le roi Jean est allé au Brésil and we became a metropolis, and Portugal became our colony. et le Portugal est devenu une colonie. Oui. And we loved Napoleon so much Ils aiment tellement Napoléon that some people made a plan to rescue Napoleon from the isle of Sainte Hélène. Voilà, ils aiment tellement Napoléon que quelques Brésiliens ont eu l'idée de mettre en œuvre un plan pour sauver Napoléon, aller le chercher à Sainte-Hélène. Infelizmente não funcionou. Unfortunately, it didn't work. Malheureusement, ça n'a pas marché.
I'm very glad to be here with you because we are friends and we are together. Je suis très heureux d'être ici parce que vous êtes Son ami. vous êtes des amis des Français. There's a very close relation between homeschooling and freedom of education and liberté pédagogique. Il y a une relation très étroite entre l'école à la maison et la liberté d'instruction, la liberté d'éducation et aussi la liberté pédagogique. We choose to educate our children at home Quand on choisit d'instruire nos enfants à la maison, because we think we can do in a different and better way than schools. c'est parce qu'on estime qu'on peut le faire d'une meilleure façon, avec des meilleures méthodes peut-être aussi qu'à l'école. Homeschool without freedom of education is nothing. L'école à la maison sans la liberté d'éducation n'existe pas, n'est pas possible. Our intention is not to bring school to home. Notre intention n'est pas, bien sûr, d'apporter, de mettre l'école à la maison, c'est-à-dire de chercher à importer l'école publique ou privée à la maison, But to make something completely different. mais de faire quelque chose de complètement différent. Freedom of education. It's a poetic expression. It's so beautiful to talk about freedom. La liberté d'éducation, pardon, la suite, As une expression poétique. est une expression poétique de la liberté. Oui. It's time to make it objective. It's time to make freedom of education concrete in our everyday lives. Mais c'est le moment maintenant de rendre cette liberté objective, concrète dans nos vies, in your life. And what is freedom of education, liberté pédagogique? Qu'est-ce que la liberté pédagogique? Est-ce la liberté de choisir? Correct? Oui. Est-ce la liberté de choisir? Je comprends un peu. To choose what kind of education you want for your children and what kind of education your children want. It's about autonomy of the parents and autonomy of the children. Sorry. Donc la liberté pédagogique, c'est de choisir la sorte d'éducation que l'on veut pour ses enfants, mais c'est aussi de demander finalement à nos enfants si quelque part ça leur convient, si les méthodes qu'on leur propose les motivent, leur donnent, je rajoute un peu, mais leur donnent envie d'être instruits de cette manière, de façon à les impliquer. Je pense que c'est le sens de votre pensée. Excusez-moi, je voudrais préciser que ce qu'il dit, c'est que Merci. c'est ce que les parents veulent et ce que les enfants veulent, et pas ce que est-ce que ça convient. Oui. Ma traduction n'est pas tout à fait parfaite, mais merci beaucoup de votre intervention. Et n'hésitez pas à préciser, c'est très utile. Donc, L'autonomie des parents et des enfants. oui, et c'est pour ça que j'attendais la phrase d'après, parce qu'il allait parler d'autonomie. Merci. Merci beaucoup par la correction. Donc pour ceux qui nous suivent à travers la vidéo, je vais répéter. Donc il s'agit non seulement de la liberté pédagogique de choisir la sorte d'éducation que l'on veut pour nos enfants, mais aussi pour nos enfants de pouvoir faire aussi ce choix. Hein? Yeah. Freedom of education is also a political issue. Politics is about our choices at home also. Alors, ce choix aussi a des conséquences politiques, c'est ça ?
C'est un enjeu politique, voilà. Ouais. Et peut-être que vous voulez nous aider à traduire. S'il vous plaît. Sentons-nous très libres. S'il vous plaît. N'hésitez pas. Et donc oui, c'est un enjeu politique. By choosing the kind of education we want for our children, we are defending democracy and pluralism. Voilà, en choisissant la forme d'éducation que nous voulons pour nos enfants, en faisant ce choix, nous défendons la démocratie et le pluralisme. And we are preventing the coming of totalitarian regimes. We are the bulwark against totalitarianism. Voilà, nous sommes un rempart aussi, quelque part, contre le totalitarisme, en faisant usage de cette liberté. Freedom is the rule. La liberté est la règle. Oui. And freedom does not need to be justified. This is fundamental for us. La liberté ne doit pas seulement être un combat, ne doit pas se justifier. La liberté, ouais, Oui, merci. oui. C'est fondamental pour nous. The restrictions to freedom must be justified, must be proportional, and they strictly necessary ones. Les restrictions à la liberté doivent toujours être proportionnelles et absolument nécessaires et justifiées. Merci, Mike. And don't worry. Merci. And just to finish, Pour conclure, I forgot what I was going to say. Yes, the most important here is not our right to freedom. le plus important ici n'est pas notre droit à la liberté, It's not our right to homeschool. ce n'est pas le droit de faire l'école à la maison, It's not our right to choose the kind of education we want for the children. ce n'est pas le droit de choisir la méthode, la sorte d'éducation que l'on veut donner à ses enfants. These are only instruments. Ce sont que des instruments. Le droit, c'est un instrument. Le droit est un instrument, un outil. Thanks. The most important thing happens at our home. Les choses les plus importantes se déroulent, ont lieu dans notre maison. Happens between us and our children. Se produisent entre nous et nos enfants. And this is what we are defending. We are defending our children and our family. Et Thank you. c'est ce que nous défendons. Nous défendons nos enfants et nos familles. Je vous remercie. And pardon, it's a grave, very grave fault to talk in English in Paris, but I'll try my best next time. Et désolé, c'est vraiment une erreur de parler anglais à Paris, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. Mais je suis sûr que vous allez continuer d'apprendre mieux le français. Et moi, je vous remercie aussi, Mike, et les autres intervenants, de m'aider aussi à mieux parler anglais. Et c'est aussi quelque chose d'extraordinaire de vivre ça. Je peux vous en témoigner. Toutes les rencontres que nous faisons depuis quelques heures, depuis quelques jours, avec ce sommet de l'école à la maison, qui a lieu donc en même temps que le Lipsco. C'est incroyable comment nous avons des partages et nous sommes prêts finalement à aller
aller au-delà des frontières de la langue pour essayer de nous comprendre et pour essayer de partager ce que nous vivons d'extraordinaire dans la liberté pédagogique. Et effectivement, l'école à la maison, eh bien, c'est simplement une composante, on peut dire, de l'exercice de cette liberté pour les parents. Et je suis sûr que vous-même, ici, depuis que vous êtes arrivés ce matin au salon Lipsco, vous avez eu déjà des échanges avec d'autres responsables, d'autres organisateurs. J'ai vu qu'il y avait des librairies qui proposent beaucoup de livres extraordinaires pour les écoles indépendantes et aussi les cours par correspondance et encore plein d'autres choses dans ce salon. Et donc, je vous invite vraiment à aller discuter à la rencontre des autres responsables et puis peut-être aussi à venir nous parler à la fin. Alors maintenant, je vais donner la parole à quelqu'un qui, je vous rassure tout de suite, parle français et moi aussi, donc vous n'auriez plus de traduction simultanée. Donc John Le Goff, qui nous vient de Belgique, qui est professeur et qui va il va nous donner un peu ce qu'il fait. Je vous laisse vous présenter parce que j'ai déjà trop parlé. Allô, allô, oui. Voilà. Il y a une petite blague. Quelqu'un qui connaît 3 langues s'appelle trilingue. Quelqu'un qui connaît 2 langues, un bilingue. Quelqu'un qui a juste une langue s'appelle ou bien français ou américain. Petite blague, je m'en excuse. Mais je suis belge et flamand. Mais je communique quand même en français, comme il se doit, comme un bon belge, n'est-ce pas? Eh bien, ça me fait chaud au cœur d'être parmi vous. Parce qu'on parle de la liberté, on parle de l'éducation, et on parle des 2 valeurs constitutionnelles de la démocratie et de l'Europe. Il y a certains philosophes de droit, comme von Jelinek, c'est un Allemand, qui dit éducation et la liberté. L'éducation et de la religion sont les 2 convecteurs, les 2 facteurs les plus fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. Bon. Il fut un temps que j'étais ici assez fréquemment à l'UNESCO, mais également travaillant avec vos représentants. Madame Nicole Fontaine, qui se souvient encore de Nicole, elle était secrétaire générale de l'enseignement catholique en France, mais également d'autres personnes. Un autre ami à moi, recteur Armel Péchol, c'était le recteur et président de l'association Enseignement et Liberté. Il y a 20 ans déjà, j'étais avec lui au Sénat, et alors sa conclusion devant le Sénat était la liberté, le droit à l'éducation n'est pas seulement un droit créance, mais aussi un droit liberté. Cela aurait au moins pour effet de renforcer la protection et l'effet direct de ce droit dans les ordres juridiques nationaux, puisque les droits et libertés sont souvent beaucoup mieux protégés que les droits économiques, sociaux et culturels. En tout cas, je cite encore toujours monsieur le recteur, érigé au rang de la liberté, l'éducation ne serait plus la seule affaire de l'État. Au sein de l'État et au-dessus de l'État, ça devient intéressant. Au-dessus de l'État, cette liberté devrait être bien partagée avec des partenaires de la société civile et particulièrement protégée par la société internationale. Bon, il fut un temps que j'étais ici plus fréquemment à Paris, mais ça me revient toujours à l'idée de le citer. J'ai dédié une grande partie de ma vie à la liberté scolaire. Ma thèse de doctorat touchait le droit à l'éducation et donc la liberté scolaire. Liberté d'éducation et liberté dans l'éducation. C'est programme de toute une vie, de toute une génération, de plusieurs générations. Je cite maintenant Jean Rivero. Je ne sais pas très bien s'il y a des juristes parmi vous, peut-être pas, peut-être bien. Jean Rivero était votre plus grand constitutionnaliste en France. Eh bien, il posait une bonne question dans son grand ouvrage de droit constitutionnel français. Pourquoi la liberté d'éducation, liberté scolaire, est probablement la liberté la moins aimée au monde?
la moins aimée au monde? Eh bien, il y a multiples réponses, mais une toute grande réponse, à mon avis, est parce qu'elle gêne l'État. Elle gêne les autorités publiques qui veulent former l'esprit des enfants, coûte que coûte, dans une direction. Il y a certains chapitres dans mon livre concernant right balance, donc des équilibres entre les défis, les challenges, les défis et les droits, accountability, freedom and autonomy, étaient dédiés à la pédagogie des éducations des nazistes, des fascistes et des marxistes. Nazistes, fascistes et marxistes. Eh bien, leur discours pédagogique était identique. Homo soviéticus. L'État qui imprègne ses idées aux familles, à l'enfant et donc à la société. Eh bien, il y avait une toute grande rupture après la Seconde Guerre mondiale avec cette convention européenne, citée déjà par Mike, Convention européenne des droits de l'homme. Et je cite juste deux principes. Premièrement, la priorité, c'est l'enfant, le droit à l'éducation. Et pendant des siècles et des siècles, tout l'enseignement était influencé par cette idée de nation building. On construit l'État, était porté par l'État, et pour une grande partie aussi par les églises, mais pas par les personnes. Je suis docteur de droit canonique, et il y avait une toute grande rupture en 62, Gravissimum Educationis Momentum, pour ceux qui comprennent un tout petit peu le latin, notamment la plus grande importance de l'éducation, et c'est aux parents et pas à l'Église de choisir. Et c'est le droit de l'enfant qui est prioritaire. Donc il y a un change radical dans cette convention. Donc premièrement, priorité des droits de l'enfant et le choix des parents. Deuxièmement, de toute évidence, l'État doit régler cet enseignement, mais d'une façon ou d'une autre. Et dans certains de mes ouvrages, j'essaie d'articuler les techniques légales pour comment faire de sorte que le droit d'enseignement, le droit de l'éducation soit tout à fait conciliable avec les principes fondamentaux de la démocratie. Mais trois grands principes. Dans la première décision de cette Cour européenne, pas petit détail et pas de hasard sans doute, traitait des conflits linguistiques en Belgique. On est belge, vous fiers de l'être, mais aussi un tout petit peu réputé pour ces conflits entre des régions, des communautés, mais on réalise quand même toujours le compromis belge. Eh bien, dans cette première décision de la Cour, a été donnée une définition de l'éducation par un juge, par un cours, notamment l'éducation. Qu'est-ce que c'est? C'est la transmission des valeurs, des croyances et la culture. Ça, c'est intéressant, plus que cela. C'est pertinent, même dans l'ordre juridique. Bon, j'ai peu de temps, donc je dois un peu aller tout petit peu plus vite, apparemment. Donc, oui, ça pose pas mal de défis pour définir les déséquilibres entre les 5 partenaires. Parce que moi, je parle de la co-responsabilité dans le domaine de l'éducation, notamment. Donc, pas de monopole. Certes, pas de monopole de l'État, parce que ça, c'est toujours destructif dans l'ordre économique, l'ordre social, l'ordre moral, certes, dans le monde de l'éducation. 5 partenaires. Les familles, les éducateurs, les écoles, la société et l'État. Il faut faire de sorte que le régime juridique et politique combine ces intérêts et les valeurs de ces 5 partenaires. Et c'est là
l'art de définir une bonne loi scolaire, et je donnerai dans quelques secondes un exemple, un mauvais exemple, pire que cela, n'existe, je ne crois pas. Bon, alors, je vais aller vite. Donc, il y a, oui, je vais également européen. J'ai fondé il y a maintenant 30 années une association européenne des droits de l'enseignement et politique des enseignements européens et pan-européens, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec les Russes concernant leurs nouveaux droits après le chute Berlin et d'autres changements de système, également en Afrique du Sud et aux Balkans. Donc, ça me donne quand même certaines expériences dans transition d'un régime à l'autre et le rôle fondamental de l'éducation. Il n'y aura jamais conciliation dans une société s'il n'y a pas conciliation au sein de l'école et par l'école, et par l'éducation. Donc, quel défi. Bon, il y a certaines normes, principes constitutionnels tout à fait communs pour toute l'Europe, dans l'enseignement. On ne le sait pas assez. Dont, à mon avis, le pluralisme scolaire est fondamental. Je suis un comparatiste. J'aime confronter des modèles au niveau européen avec d'autres modèles et au sein de l'Europe, bien sûr, l'Union européenne, mais également au Conseil de l'Europe, donc les 48 États membres du Conseil de l'Europe. Très intéressant. Et il y a des lignes directrices qui sont tout à fait communes pour tous ces pays, dont le pluralisme par l'éducation et au sein de l'éducation et au sein de l'école publique. Le choix scolaire, le choix des parents pour quel modèle de l'école est fondamental et devrait être interprété comme facteur décisif en jugeant si un régime est plutôt démocratique ou moins démocratique. Bon, je suis fier également du modèle belge en ce qui concerne l'éducation, article 17 et article 24 de la révision de la Constitution, dont le premier paragraphe, et je le cite, « L'éducation est libre ». L'éducation est libre. En 1830, c'était la raison pour la rupture entre les Français et les Belges, et les Néerlandais et les Belges. L'éducation est libre. Et deuxième paragraphe, des mesures préventives ne sont pas permises. Si on confronte cela avec votre article 49 de votre loi de 24 août 2021, c'est un peu choquant. Donc, moi-même, je suis partie preneur pour la diversité scolaire, mais je respecte fondamentalement le choix des parents qui optent pour homeschooling, éducation à la maison. C'est leur choix, c'est leur droit. Et donc, comme juriste, comme prof de droit constitutionnel et de droit d'enseignement, ça me choque de voir qu'il faut demander l'autorisation de l'État pour opter pour certains modèles pédagogiques. Ça n'a pas de sens. Du point de vue droits humains, droits fondamentaux et droits de l'école non plus, droits d'enseignement. Donc, relisez cet article 40-49, c'est vraiment choquant de la part de vue de ces idées que je viens de vous fournir. Donc, il faut préalablement demander, et dans certains cas, dans les 4 ou 5 cas, c'était donc devenu une exception. La liberté scolaire, la liberté dans l'éducation est devenue une exception. Écoutez, ça, et souvent, si ça devient critique dans tout ce qui touche éducation à la maison, ça a une répercussion sur le droit scolaire en tant que tel, le droit de l'enseignement en tant que tel. Donc, il faut être réaliste, notamment cette idée de méfiance envers les parents. Moi, je pars du principe de la confiance.
Trust. Et donc, ça veut dire que une autorisation préalablement, a priori, et même si les parents donc, fournissent de l'information concernant les Education Attainment Targets and Development Goals, donc l'output, donc les connaissances acquises après 6 ans ou 12 ans, non, c'est donc ce qu'est le... Sorry, should I? Oui, le temps. Voilà. Pardon, je m'excuse, voilà. Alors, oui, voilà. Alors, oui, donc la France, je voulais également parler d'autres pays, mais la France, l'État peut-être le plus laïque au monde. Il y a une belle jurisprudence pour le démontrer, où il existe quand même encore certains régimes de coopération entre les religions et l'État au sein de l'école, donc les contrats, bon, vous connaissez ça tout mieux que cela. Mais donc il y a des opportunités de coopération. Même dans ce pays-là, si homeschooling est quasi interdit, il y a un gros problème pour l'avenir. Bon, je termine. Je voulais encore toucher de nouveaux défis pour l'avenir. Mais voilà, je vous remercie de votre cordialité, de me donner quelques minutes de plus, Monsieur le Président. Je m'en excuse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rassure, j'ai la joie de participer à une deuxième table ronde tout à l'heure, donc je vais essayer d'aller vite. Et puis, vous pourrez revenir peut-être tout à l'heure sur cette question de l'école à la maison. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis Jean-Baptiste Maillard, je suis secrétaire général d'une association qu'on a fondée il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Liberté Éducation, pour défendre les familles qui font l'école à la maison. Je vous présente ma famille, voilà, que vous voyez là normalement à l'écran. Donc vous avez, on a 3 garçons instruits en famille depuis maintenant plus de 10 ans. Ils ne sont jamais allés à l'école. On a commencé il y a plus de 10 ans parce qu'on a découvert une pédagogie, la pédagogie Montessori, et on est allé se former, alors ma femme en premier, puis après je l'ai suivi, dans un centre de formation à la pédagogie Montessori, plutôt pour ceux qui enseignent dans des écoles indépendantes. Et c'est à cette occasion que nous avons rencontré des parents qui faisaient l'école à la maison et que nous avons découvert que c'était une possibilité. On leur a même demandé est-ce que c'est légal. Et en fait, oui, c'est légal. Pourquoi c'est légal? Parce que c'est un droit qui a été consacré par Jules Ferry en 1882. Il a rendu non pas l'école obligatoire, comme beaucoup de gens le pensent, mais l'instruction. Il a rendu l'instruction des enfants obligatoire. Et à cette époque déjà, il y avait des personnes qui ne voulaient pas de cette liberté, notamment un député qui s'appelait Monsieur Paris. Et à l'Assemblée, lorsque la loi a été votée en 1882, eh bien, ce Monsieur Paris a interpellé Jules Ferry en lui disant qu'il fallait rendre l'école obligatoire. Et il a répondu cette phrase que nous avons retrouvée dans les archives françaises, eh bien, qu'on n'enquiquine pas les enfants qui font convenablement, les parents, pardon, qui font convenablement l'instruction en famille. Voilà que nous faisions l'école à la maison depuis plus de 10 ans, et c'est plus qu'un choix de pédagogie, c'est plus qu'un choix éducatif, c'est un mode de vie pour beaucoup de familles, parce que cela donne aussi beaucoup plus de liberté pour différentes activités. Nos aînés sont au conservatoire régional de musique, tous nos enfants d'ailleurs maintenant, et ils excellent dans leurs instruments, et je pense pas tellement pour une question de talent, même si ma femme est très musicienne, mais parce qu'ils travaillent leurs instruments au meilleur moment de la journée, et les professeurs l'ont bien remarqué et nous encouragent à continuer l'école à la maison, même si c'est un organisme tout à fait gouvernemental, en tout cas d'État, de la culture. Eh bien, ils aiment les enfants qui font l'école à la maison pour ces raisons-là, et ils nous encouragent à continuer. Et même, pour tout vous dire, la professeure de violon a proposé à mon épouse ces jours-ci de donner 1 heure de plus, voilà, à notre aîné. Et puis en piano aussi, les deux autres, eh bien, réussissent très très bien.
Et puis ils lisent aussi beaucoup parce qu'ils n'ont pas de devoirs le soir. Donc voilà, un de nos enfants lit au moins un livre par semaine. Donc je peux vous dire qu'il en sait déjà beaucoup plus que moi. Voilà, donc ce choix eh bien, est venu, a été interrompu eh bien, par Emmanuel Macron le 2 octobre 2020. C'est une date noire pour la liberté des enfants, des parents et des enfants de faire l'école à la maison. Et il a utilisé un prétexte sur lequel il faut que je m'arrête quand même une minute. C'est le prétexte du radicalisme, puisque c'est lors d'un discours au Murau où il parle de radicalisme, et il dit cette phrase, voilà, eh bien, dans ce contexte, j'ai décidé d'interdire l'école à la maison, de la restreindre au seul motif de santé, mais alors il faut être vraiment incapable d'aller à l'école. Et il dit aussi cette phrase, alors il dit « j'ai pris cette décision qui est radicale », donc lui-même définit cette décision comme radicale, et puis il dit aussi « c'est un changement de paradigme et il est nécessaire ». Finalement, tout ce qui, avant, eh bien, n'était pas interdit, était autorisé, et d'un point de vue du droit, c'est intéressant, et maintenant, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Voilà ce changement de paradigme dramatique que nous vivons, et sans doute aussi sur d'autres sujets. Alors, je vais aller vite, parce qu'il me reste déjà plus beaucoup de temps, mais nous nous sommes battus, et je voudrais bien passer à la slide suivante, si j'y arrive. En régie, peut-être, ils vont m'aider. Non, ça ne fonctionne pas. Bon. En tout cas, la slide suivante, ah voilà. Nous avons donc monté cette association Liberté Éducation. Nous avons été auditionnés très vite à l'Assemblée et au Sénat. Nous avons rejoint les autres associations nationales de l'école à la maison. Au début, nous étions donc partis de zéro. Aujourd'hui, nous avons 1700 familles adhérentes, ce qui est un bon début. Et là, vous avez la photo que je vous montrais juste avant dans le journal, en fait, dans le journal Ouest France, qui, vous savez, est le premier quotidien français en termes de tirage, et nous avons eu comme ça beaucoup d'articles, et dans ce journal on dit voilà, je trouve normal qu'on soit contrôlé, mais on ne peut tout de même pas interdire l'école à la maison, et de fait c'est la volonté du gouvernement. Nous avons encouragé de très nombreuses familles à se mobiliser, non seulement auprès de leurs députés, mais également dans la rue. Voilà la Marianne de l'IEF, c'est une maman qui fait l'école à la maison, l'IEF pardon, ça veut dire instruction en famille. Voilà, nous avons aussi publié un livre pendant la bataille que nous avons envoyé à un certain nombre de députés, grâce au soutien d'ailleurs, je remercie Mike au passage de la HSLDE, parce qu'ils ont trouvé que c'était très important que nous posions toutes ces questions. Nous en avons profité aussi pour aborder les sujets qui fâchent, notamment la question du radicalisme. Alors il faut vraiment que je vous donne un élément là-dessus, c'est que dans ce livre, que vous trouverez d'ailleurs à la librairie derrière, eh bien, nous avons interrogé les principaux chercheurs français autour de la question de la radicalisation, aussi bien au ministère de la Défense que l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. J'ai discuté par exemple avec le préfet qui dirige cet institut de recherche. S'il y a bien un endroit en France où on parle, où on étudie la radicalisation, c'est au ministère de l'Intérieur, et il m'a dit qu'il n'avait pas de chiffres, comme tous les autres chercheurs au CNRS, à l'Institut des hautes études des sciences sociales, etc. Et de même on a su que finalement, le nombre d'enfants qui posent problème en instruction en famille, d'après le ministère de l'Éducation nationale lui-même, est de 0,09%, et pas pour des questions de séparatisme ou de radicalisme. Ce sont les derniers rapports de l'instruction en famille qui sont restés enfermés à double tour dans le bureau B33 de la DGESCO. La DGESCO, c'est le ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle à Paris. Et ils sont restés enfermés dans une sorte de coffre-fort, on peut dire, pendant toute la durée des débats parlementaires, même si, sachant l'existence de ces rapports, nous avons demandé aux députés en séance d'interroger le ministre pour qu'il les publie. Et donc le ministre répondait « Ah, ils sont disponibles sur simple demande », mais on n'y avait pas accès. Et ils ont été publiés juste après, quelques jours à peine après la promulgation de la loi. Ce qui fait que des députés eh bien, ont trouvé qu'on les avait finalement forcés à voter à l'aveugle. Voilà, vous avez tout ce récit dans notre livre. Alors aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec l'école à la maison en France ? Eh bien, cette nouvelle loi qui a été votée a instauré un régime
de demande d'autorisation, comme en parlait tout à l'heure John Le Goff. J'écorche à chaque fois votre nom, alors n'hésitez pas à me corriger. Et donc il y a 4 motifs. Le premier motif, c'est l'état de santé de l'enfant. Il faut que votre enfant ait un handicap, et donc c'est très difficile de reconnaître que votre enfant a un handicap. Il faut plusieurs mois souvent pour obtenir cette reconnaissance. Le deuxième motif, c'est l'éloignement géographique. Il faut habiter très loin d'une école, et on a des cas où 50 km ne suffisent pas, ou bien l'itinérance des parents, mais à ce moment-là, il ne faut pas avoir de domicile fixe. Le troisième motif, c'est la pratique d'activités artistiques et sportives ou sportives intensives, mais même nos enfants qui font énormément d'activités, cela ne suffit pas, parce qu'il faut pouvoir démontrer que l'enfant ne peut pas aller à l'école avec toutes ces activités. Et enfin, le quatrième motif, c'est le motif le plus choisi par les familles, c'est un motif qui est flou, parce que sa rédaction est floue, et ça s'appelle la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Donc il faut fournir un projet éducatif, mais il faut en plus montrer que bien, ça va être utile à l'enfant. Et c'est très problématique parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce qu'est un bon projet éducatif, ni l'éducation nationale, ni les académies, ni les écoles, ni même nous, les associations nationales, ni même les avocats, et ni même les juges. Ce qui fait que depuis cet été, nous avons énormément de contentieux. Nous avons 400 familles dans notre association qui sont venues nous contacter pendant l'été parce qu'elles avaient des refus d'autorisation, souvent d'ailleurs pour des enfants qui devaient commencer l'école à la maison alors que leurs aînés, les frères aînés, étaient déjà instruits en famille. C'est le problème dit des fratries. Alors, je m'arrête une seconde sur ce problème, mais pourquoi nous avons ce problème? Parce que le jour du vote de la loi, eh bien, tout simplement, le gouvernement a introduit un amendement de dernière minute. Il a eu très peur que la mesure ne passe pas, parce que nous avons des soutiens sur tous les bancs de l'Assemblée. Et cet amendement permet aux familles qui faisaient déjà l'école à la maison et aux enfants déjà instruits en famille de bénéficier d'une dérogation de 2 ans. C'est le cas de ma famille, mais dans 2 ans, nous ne savons pas ce qui va se passer. Voilà, alors je conclus en disant qu'actuellement, nous défendons de nombreuses familles devant les tribunaux du pays, y compris au Conseil d'État. Nous avons une bonne nouvelle cette semaine, puisque 2 familles, eh bien, leurs requêtes ont été acceptées. Le Conseil d'État a déclaré que eh bien, les arguments étaient jugés recevables. Et tout cela se fait aussi, je dois quand même le signaler avant de conclure, avec le soutien d'un certain nombre d'organisations, la HSLDA, mais aussi la Fondation pour l'école. Voilà, cette semaine, ils nous ont dit qu'ils allaient nous aider aussi dans ce combat, y compris sur les aspects matériels. Et donc, la bataille est en fait très loin d'être terminée, même si on peut imaginer que eh bien, on peut penser qu'on est dans une période sombre pour la liberté. En réalité, eh bien, la liberté continue pour beaucoup de familles. Là, vous voyez à l'écran 2 livres qui viennent d'être édités à la Librairie des Écoles, qui sont écrits par mon épouse. Ce sont des méthodes de lecture, une méthode de lecture et une méthode de grammaire. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense que de toute façon, on va pouvoir quand même continuer à instruire nos enfants comme on le souhaite. Et ce sont des méthodes de lecture aussi qui viennent servir les écoles indépendantes. Et donc cette liberté, eh bien, je m'arrête là-dessus. Eh bien, c'est en fait une liberté que nous aurons toujours à maintenir, à défendre, à promouvoir et, si nécessaire, à reconquérir. Je vous remercie.